Dans ce commentaire, la personne disait aussi qu'elle revenait de Eindhoven, aux Pays-Bas, et que là-bas, ce qui l'avait frappé, c'était pas seulement les infrastructures, c'est l'attitude. Les gens roulent calmement, ils respectent les règles, ils anticipent les autres, bref, ils roulent ensemble. Les sockets. Les sockets en titane. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Les Sockets en Titane, le podcast qui parle vélo, mais pas seulement, puisqu'on va parler récit de vie aussi, mobilité inspirante, escalade. Ce soir dans l'émission Les Sockets en Titane, nous avons le plaisir de recevoir Éline Le Ménestrel, qui est grimpeuse professionnelle et activiste écologiste. En résumé, ça donne ça. On en dira plus, ce sera plus nuancé tout de suite. On a Chloé Van Driesch, qui viendra aussi nous raconter comment les attentats du 22 mars ont changé sa mobilité et sa vision du monde. On a évidemment Katia, la nomade sédentaire, et Nadia, je roule comme je suis. Et on va commencer par la chronique de Katia. Je traînais dans un groupe Facebook bruxellois. Oui, je sais, c'est rarement l'endroit où on va chercher la paix intérieure. Et je suis tombée sur un commentaire écrit par un cycliste bruxellois comme moi. Il racontait une scène, il était arrêté au feu rouge, bien sagement, sur la piste cyclable. Une dame à vélo s'arrête à côté de lui et lui demande « On doit s'arrêter ici ?» Apparemment, il devait être le premier cycliste qu'elle voyait s'arrêter à ce feu. Alors évidemment, son commentaire était un petit peu énervé. Il parlait des vélos qui grillent les feux, qui ne laissent pas passer les piétons, qui arrivent derrière les gens en faisant ding, 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 comme si la sonnette était un instrument de percussion. Et en lisant ça, je me suis dit, mince, je vois exactement de quoi il parle. Parce que ça fait plus de 10 ans que je roule à vélo à Bruxelles et en 10 ans, la ville a complètement changé. Quand j'ai commencé à pédaler ici, on était une petite tribu. Les cyclistes bruxellois se reconnaissaient presque entre eux. On se retrouvait quasi toutes et tous le dernier vendredi du mois à la masse critique. On se faisait des petits signes de la tête au feu rouge. On avait un peu l'impression d'être dans une aventure collective, survivre au trafic, éviter les rails de tram, trouver les itinéraires improbables pour traverser la ville. Et aujourd'hui, il y a des vélos partout. Des vélos électriques, des vélos cargo, des parents avec 2 enfants devant, un 3e derrière, des étudiants, des livreurs, des nafteurs en costume. Et franchement, c'est génial. Et t'oublies les trottinettes, excuse-moi. Et les trottinettes, bien sûr. Tout à fait, merci Clément. Les trottinettes, qu'on adore. Et c'est franchement ce qu'on voulait. C'était avant de parler des trottinettes. Une ville où le vélo n'est plus marginal, mais normal. Mais en même temps, il se passe un petit truc étrange. Plus il y a de vélos, plus on a parfois l'impression que c'est le chaos. Les feux rouges deviennent facultatifs, les passages piétons deviennent décoratifs, les sonnettes deviennent très expressives. Et puis je me suis demandé si ce n'était pas tout simplement un problème très bruxellois finalement. Parce qu'à bien y regarder, c'est pas seulement les cyclistes, les automobilistes aussi grillent les feux, bloquent les carrefours quand c'est déjà saturé, s'engagent dans une rue sans vraiment savoir comment ils vont en sortir, et klaxonnent un peu trop vite. Parfois, j'ai l'impression qu'à Bruxelles, dès qu'on est dans un véhicule, qu'il ait 2 ou 4 roues, on entre dans une sorte de mode survie. Il faut passer, il faut dépasser, il faut avancer, il faut gagner 3 mètres. Et je me demande parfois si les cyclistes ne finissent pas simplement par reproduire ce qu'ils voient autour d'eux. Comme si la culture de la route était contagieuse. Mais alors une question me trotte en tête. Si on prend le vélo pour se déplacer en ville, parce que c'est plus simple, plus léger, plus libre, alors pourquoi adopter exactement les mêmes réflexes stressés que les automobilistes ? Pourquoi pédaler comme si on était coincé dans un embouteillage alors qu'on vient justement d'en sortir ? Dans ce contexte, je comprends que certains piétons soient un peu déconcertés. Dans ce fameux commentaire Facebook, la personne racontait qu'un jour, il avait laissé passer une dame âgée dans une zone de travaux. Elle l'avait remercié en disant que les cyclistes lui faisaient peur. Et ça m'a fait réfléchir. Parce que l'idée du vélo en ville, c'est pas seulement d'aller plus vite que les voitures, c'est aussi de rendre la ville plus douce, plus calme, plus humaine. Et ça ne dépend pas seulement des pistes cyclables et des infrastructures, ça dépend aussi de nous, de la manière dont on roule, de la manière dont on se parle, dont on communique avec la voix ou nos gestes, de la manière dont on partage la rue. Dans ce commentaire, la personne disait aussi qu'elle revenait de Eindhoven, aux Pays-Bas, et que là-bas, ce qui l'avait frappé, c'était pas seulement les infrastructures, c'est l'attitude. Les gens roulent calmement, ils respectent les règles, ils anticipent les autres, bref, ils roulent ensemble. Et je me suis dit que peut-être, à Bruxelles, on est encore dans une phase un peu adolescente du vélo urbain. La bonne nouvelle, c'est que la Vélorussion ou la révolution cyclable est là. La prochaine étape sera peut-être la révolution de la courtoisie. C'est tout ce que je nous souhaite en tout cas.
s'arrêter au feu rouge, laisser passer un piéton, dire pardon au lieu de ding ding ding, des petits gestes mais qui changent tout. Parce qu'au fond, le vélo en ville, c'est pas seulement une manière de se déplacer, c'est aussi une manière d'habiter la ville et ça s'apprend un coup de pédale à la fois. Je sais pas si on peut qualifier ça de coup de gueule, je pense pas, c'est juste que... Petite réflexion sur le commentaire de cette personne que j'ai vue. C'est intéressant, tout ça, ça mériterait d'être encore développé parce que c'est presque philosophique. On est dans une société où le temps c'est de l'argent, où il faut aller super vite. Et là, vous êtes en train de prôner un truc où il faut ralentir. C'est quand même hyper à contre-courant. Tu as démarché Lynn aussi et d'aller... donc toi, ton concept, c'est d'aller à vélo jusqu'au pied des montagnes à grimper. Et au lieu d'y aller avec ton van aménagé, et c'est une manière aussi de se positionner. C'est plus que philosophique ici, c'est même aussi politique tout ça, non ? Oui. Si on veut. Oui, exactement. Donc j'essaie de faire une transition avec le magnifique film que tu as réalisé pour quitter un peu la ville et aller vers la nature, puisque toi c'est pour aller vraiment au pied des montagnes que tu enfourches plus ton vélo. Enfin, tu l'enfourches en ville, il semblerait aussi. Mais comment toi, t'es devenue grimpeuse et puis grimpeuse même professionnelle ? C'est quoi ton parcours ? Alors moi, je viens d'une famille de grimpeurs-grimpeuses et donc j'ai toujours grimpé. J'ai pas du tout de souvenir de mes premières fois parce que j'avais 2 ans ou 3. Et donc ça fait vraiment partie de ma vie depuis toujours. Quand j'avais 15-16 ans... L'idée, de devenir grimpeuse professionnelle a commencé à germer dans mon esprit. C'est devenu un peu un rêve de gosse. Et je me suis mise à grimper beaucoup, beaucoup plus et à essayer d'en faire mon métier. Et donc à chercher des sponsors, à commencer à vraiment m'investir à fond dans ce sport. Mais bon, j'ai quand même vite repris un bachelier. J'ai fait un an et demi où je faisais que grimper, puis j'ai repris un bachelier à Marseille, donc, que j'ai un peu étalé. Je l'ai fait en 4 ans pour avoir plus de temps pour grimper. Et après ça, j'ai repris une année après mon bachelier où j'étais investie dans mes projets à fond d'escalade et d'activisme. Et quand tu dis grimper, c'est avec les... Enfin, moi, j'y connais rien. En escalade. Alors moi, j'ai appris beaucoup d'ailleurs dans ton film. Voilà, il y a plein de vocabulaire technique. Quoi, voilà. Explique-moi, Clément. Sur la difficulté des murs que tu grimpes, il y a des cotations qui datent d'ailleurs d'il y a un moment. Hein, j'étais sur Wikipédia et tout. J'étais là, ok. Comment mais ça en s'appelle ? fait, moi, ce que je crois, c'est que je vais arrêter de rouler à vélo et je vais faire de l'escalade. Parce que ce film, franchement, m'a donné envie de grimper. Ouais, trop bien. Non. Et surtout, n'arrête pas le vélo. T'en as besoin pour aller faire de l'escalade. C'est vrai, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas. Non, là, il faut faire les deux. Justement, c'est ce qu'elle fait. Voilà. Mais c'est un peu du masochisme quand même de rouler un col de montagne à vélo, puis après de s'installer là pour y passer 2 semaines. Et puis, oui, ça répond à quoi ? À quel besoin ? Je dirais la passion de l'aventure et du challenge, du dépassement. C'est vraiment quelque chose qui m'habite depuis longtemps. Et il y a aussi ce sentiment d'urgence politique, écologique, de devoir changer nos manières de vivre au quotidien. Et moi, l'escalade, c'est tellement central dans ma vie depuis tellement longtemps que changer ma pratique en tant que grimpeuse, c'était déjà un grand pas. Comment changer ta pratique ? Mais en fait, avant, je me déplaçais, je prenais l'avion, j'allais tout le temps grimper en voiture. Même si j'étais déjà sensibilisée aux questions écologiques, je me posais pas la question de mon impact individuel. Et donc, c'est parti de là, même si ça a beaucoup évolué, mais c'est parti de là en me disant, j'ai commencé à voir quel rôle les énergies fossiles avaient aujourd'hui dans le maintien du status quo, dans le néolibéralisme, dans même le carbofascisme. Et en fait, comme je ressentais le besoin de lutter contre ça, et bien je me suis dit, à quoi ressemblerait le monde si on dépendait plus des énergies fossiles ? Et très égoïstement, je me suis dit, moi j'aimerais quand même continuer de grimper dans ce monde d'après. Et alors, j'irai grimper... en train et en vélo et sans prendre l'avion. Et donc, cette sensibilité écologique, elle était déjà là avant. Oui, j'ai des parents qui travaillent depuis de longues années dans toutes ces questions et m'ont sensibilisée. Okay. Mais elle est venue aussi de l'immense beauté en fait que j'ai croisée de par mon sport. En fait, je me suis retrouvée dans des lieux absolument incroyables qui, moi, me touchent au plus profond de moi et ça me donne, il n'y a rien à faire. Cet émerveillement, il me donne envie de défendre le vivant et le beau et ce monde, quoi. C'est quoi, pour toi, un des plus beaux sommets ou une des plus belles voies que tu as faites ?
Alors, un de mes endroits préférés au monde, je souris parce que j'organise des vacances pour y aller dans pas longtemps. Donc c'est le plateau de Céuse dans les Hautes-Alpes en France. C'est pas très loin de Gap, pas très loin de Briançon. Tu l'as fait aussi? Et en fait, c'est vraiment très très beau parce que la falaise est déjà très belle pour plein de raisons. Mais en fait, au-dessus, il y a cette espèce de plateau. On voit le pic de Bure, on voit le Mont Ventoux. Quand il fait beau, on voit la Sainte-Victoire. Donc c'est vraiment c'est pas des immenses falaises, mais c'est des lieux qui, moi, me parlent beaucoup pour mon histoire personnelle. Et cet endroit est incroyable. Au printemps, il y a toujours des narcisses. C'est des fleurs blanches très très belles. Qui porte le nom d'ailleurs de Narcisse. Tu vas au printemps là? Mais j'essaye d'y aller pour mon anniversaire là, le 30 mars. J'aimerais le passer là-bas. On va voir si ça marche. Et tu organises ça, des voyages avec ton association, c'est ça? Pas tout à fait. Alors You Possible, c'est un projet, c'est pas une association en tant que telle, c'est plus un projet que je porte et qui englobe plein d'aspects de ma vie et qui consiste d'abord à mes premiers voyages pour aller grimper à vélo que j'ai documenté pour en faire un spectacle en fait. Que je joue pour pouvoir ramener ces questions-là. Et donc c'est un peu un mix entre une pièce de théâtre et un film. Et voilà, donc je suis sur scène et il y a des scènes qui sont tournées qui passent derrière moi comme dans un film, et il y a des scènes que je joue comme au théâtre et où je parle en fait de cette transformation interne que j'ai vécue en allant grimper à vélo, et je parle aussi de toute la dimension politique qui est venue par cette pratique en fait. C'est vraiment quelque chose qui, au début, moi je pensais impact carbone individuel et j'ai décidé de faire ça, et puis au fait je me suis rendu compte que c'est pas du tout l'impact individuel qui est en jeu ici, c'est vraiment une manière d'habiter le monde et une manière de faire société. Donc il y a des projections de ton film qui sont pas que des projections du coup, comme tu l'as dit, c'est ça, oui, alors il y a plusieurs choses. Des fois c'est des projections bêtes et classiques, j'ai envie de dire. Et puis des fois tu interprètes... Ce spectacle, c'est ce que je fais le plus. Disons, c'est une grande partie de mon travail d'athlète, c'est de faire une tournée en Europe de ce spectacle. Et alors c'est assez chouette parce qu'à chaque fois qu'on m'invite, j'y vais en train en vélo. Du coup, je vais pas me ramener en SUV mon spectacle. Et donc en fait, à chaque fois, j'ai mon vélo avec moi. Où il y a quelques rares fois où je suis allée juste en train, mais j'ai quand même souvent mon vélo avec moi, même si c'est pour faire les 30 derniers kilomètres. Moi, je vois un peu le lieu, je sais où je suis, puis j'ai mes fontes et j'ai tout mon barda et je montre un peu comment c'est. Et à côté de ça, il y a aussi le film Zahir dont tu parlais au début, qui est pas directement relié à You Possible. Okay. Ça, c'est une coproduction que j'ai fait avec Catherine Chong, la grimpeuse qui m'accompagne dans le film. Et donc voilà, je fais pas que You Possible, il y a d'autres projets. Et le spectacle, il s'appelle comment? You Possible, comme le projet. Ah oui, c'est ça. Ok. J'aime beaucoup le côté utopie possible. C'est bien trouvé aussi. Et l'utopie aussi, j'aime bien. Et donc ton activisme, ça passe essentiellement, j'imagine, par ce spectacle, par ces choses-là, par... Essentiellement. En fait, j'essaye d'utiliser la voix que je peux avoir en tant qu'athlète pour politiser le sport. Et essayer de mettre sur la table le fait que le sport, c'est le reflet de notre société. Et donc, on peut pas prétendre qu'on est dans une bulle à part. C'est quelque chose qui est quand même assez présent en sport, comme si on pouvait se permettre de faire ce qu'on veut parce qu'on fait du sport et qu'on va pas en plus politiser le sport, c'est bon. Donc, en fait, non, ça marche pas comme ça. Et donc, voilà, j'essaye de ramener ça au centre de la conversation dans le milieu de l'escalade. Parce que c'est vrai, quand tu vois les JO, le Tour de France, ce truc-là, la vache, mais c'est bien que ça commence à bouger, quoi, grâce à des personnes comme toi. Oui, parce que tu montres de la cohérence et de l'intégrité du début jusqu'à la fin, quoi. C'est très chouette et très inspirant. Merci. Et en plus, dans l'escalade, il y a quand même pas mal de matos à transporter. Parce que ça, c'est ma question depuis le début, où je me dis, mais tu transportes tout ce matériel d'escalade avec ton matériel pour camper, j'imagine, ou de porte-à-lège, ou de bivouac minimum. Oui. Puisque tu vas en falaise, tu restes plusieurs jours, j'imagine. Donc, voilà, je veux
pas commencer à accaparer le temps de parole sur le sujet plus technique, mais c'est... Ouais. Dans le film, vous devez aller chercher à manger à un moment, à vélo du coup, donc redescendre, j'imagine, jusqu'au premier village où il y a un supermarché pour acheter de quoi manger. Et c'est là que vous prenez conscience du fait d'être à vélo et pas en voiture, quoi. C'est que pour aller bêtement chercher à manger, vous devez vous taper, pas la descente, ça c'est cool, mais surtout une montée de dingue après pour retourner à votre bivouac. Oui. Le matos, en l'occurrence, c'est quoi là? Il y a beaucoup. Alors oui, il y a beaucoup. Les cordes, en fait. Il y a beaucoup. Et tu transportes tout ça dans tes fontes alors. Dans les fontes, ouais. Après, ça dépend quelle discipline d'escalade on pratique, mais moi, je suis spécialisée en grande voie et en big wall, donc c'est des parois de plusieurs centaines de mètres où des fois on dort dans la paroi, etc. Et donc à mi-chemin. Ah ouais, mais non, dans des grottes, c'est ça. Il y a une espèce de cavité à un moment et vous y dormez. Avec les ours. Dans le film. Non, à cette heure-là, même les ours, ils y vont. On dort aussi. On le voit pas dans ce film-là, mais des fois on dort aussi vraiment accroché à la paroi. T'as fait ça? C'est possible. C'est comment ça s'appelle? Je perds mes mots. Un flanc de montagne. Exactement. Et il y a tout du vide autour. Ouais. T'as fait ça? Oui. Mais non. Et elle dort. Moi, je rêve de faire accroché. Ah bah écoute, Voilà. Non. tu prendras mon numéro. 2 dames ici. 1, 2. J'ai initié déjà le mois dernier un interview Combini, un petit Fast and Furious. On en a parlé. Ouais. Ah en bien j'espère. Et donc ça, tu vois, je te donne 2 propositions et tu choisis du tac au tac l'une. Trop bien, j'adore. Alors c'est un spécial vélo, donc du coup pour toi qui n'est pas spécialement vélo, mais j'ai essayé de l'adapter à l'escalade. J'ai fait un mix escalade vélo. Wow. Génial. Frein à patin ou frein à disque? Prends un disque. Alors bloc ou voie? Voix. Cadre acier ou carbone? Ah, c'est dur, mais carbone quand même. Bon, j'ai la réponse, mais salle ou falaise? Falaise. Évidemment. Shimano ou SRAM? Alors là, Non, mais tu réponds ce que tu veux. Alors, dalle ou dévers? dalle. Tu sais pas. Non, mais c'est ceux qui font l'escalade. Dalle ou dévers? Vélo musculaire ou vélo électrique? Musculaire. Je vais le redire d'une autre manière, je l'ai déjà dit. Résine ou rocher? Rocher. Neuf ou occasion? Occasion. Crash pad ou corde? Corde. Ah oui, j'ai bien fait ça. Strava ou pas du tout de GPS? Moi, je travaille. 6B à vue ou 7A après travail? Je sais même pas ce que je dis. C'est pas le seul, Clément. Je sais pas ce que tu dis. C'est à vue. Casque ou pas casque? Ça, c'est Katia, ça. Casque. Même à vélo? Ouais, casque, toujours. Leur faute ma vie. C'est ça que je me dis. Magnésie liquide ou magnésie en poudre? En poudre. Je savais même pas qu'il y avait de la magnésie liquide. Solo ou peloton? Ah, c'est dur, mais peloton quand même. Viens rouler dimanche avec le Casual Cycling Club, tu connais? Allez, elle fait sa pub. Non, je connais pas, mais en vrai, avec plaisir. Bien, on en parle après. Matin froid ou soir d'été? Soir d'été. Ah oui. Bitume ou sentier? Sentier. Van life ou maison? Vélo life. Ah, la voie du milieu. Café avant le ride ou bière après la session? Café avant. Performance ou plaisir? Performance. Merci. Top. Mon compte Instagram, Eline Le Ménestrel. Allez voir sur le compte des sockets en titane. Son compte est tagué. Pardon pour le gros en direct. Merci. Voilà, merci beaucoup pour Eline. en tout cas. Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux. Il va falloir huiler ce vélo. Il va falloir huiler ce vélo. Mais non, on est mes vieux vélos tout pourris. Bon, Nadia, est-ce que tu vas être aussi cool quand tu vas parler du droit des femmes à vélo? Écoute, c'était difficile quand même de faire ma chronique habituelle un peu légère, sur un ton léger, mais quand même. Voilà. Je crois que je suis arrivée sur un sujet aussi important que les droits des femmes. Il y a une semaine maintenant, c'était le 8 mars, c'était la journée des droits des femmes, pas la journée de la femme. Pas le Happy Women's Day, ni autre invention marketing ratée. Bonne fête. Ouais, bonne fête. Le droit de s'exprimer, le droit de dire non, le droit d'être reconnu, défendu, le droit d'exister, le droit de rouler à vélo, car ça a l'air bête, mais dans certains pays, ce tabou ancestral est encore de vigueur. Le vélo est un outil d'émancipation et de liberté, je confirme, nous le confirmons toutes et tous.
2 roues, un peu d'air, un peu d'élan et cette sensation grisante qu'on peut aller loin avec ses seules jambes. C'est poétique, presque politique. En fait, c'est politique. C'est un concept. Parce qu'une femme à vélo, visiblement, ce n'est jamais juste une femme à vélo. C'est un concept, une proposition de débat, un sujet d'observation, une opportunité de conseil non sollicité, un support pédagogique pour Gérard, il est de retour Gérard, 54 ans, dans toute sa certitude, qui vous explique comment régler votre selle alors que vous ne lui avez même pas demandé l'heure. Le 8 mars, on célèbre les droits des femmes. Dans le vélo, on pourrait commencer par un rêve modeste. Rouler vite sans être surprenante. Waouh, elle roule vite, dit. Rouler seule sans être courageuse. Ou sans devoir être courageuse. Le monde du vélo est fascinant pour ça. C'est un endroit où l'on vous parle beaucoup de liberté, mais où l'on trouve encore très normal d'expliquer à une femme comment pédaler pendant qu'elle est en train de vous dépasser dans une côte, ou alors qu'elle se dirige vers la montagne pour grimper. Dans la vie de tous les jours, ça donne quoi ? En théorie, vous faites juste un trajet entre chez vous et le boulot à des heures de pointe. En vrai de vrai, c'est une question de visibilité, d'occupation de l'espace public, s'imposer, rester fière, présente et ne pas se laisser intimider par les remarques désobligeantes, les conseils non sollicités, voire la violence ou l'agressivité. Tout ça dans des tenues et équipements conçus par des gens qui ont manifestement testé la version de base sur un Playmobil. Il y a dans le vélo une petite collection de personnages qu'on connaît bien. Le conseiller spontané d'abord, celui qui surgit sans bonjour, sans contexte, sans invitation, mais avec un avis. Tu devrais remonter un peu ton guidon. Tu sais, avec des pneus plus fins. Le problème, c'est la cadence. Merci Gérard. Je traversais précisément une période de doute sans ton diagnostic établi entre 2 feux rouges. Il y a aussi le commerçant inspiré qui vous propose un modèle femme, c'est-à-dire le même vélo, en moins nerveux, en plus pastel, avec cette petite condescendance commerciale qui consiste à appeler élégant ce qui est surtout moins performant. Le vélo pour femmes, dans certains cas, c'est encore un peu le yaourt allégé du matériel sportif. Moins de caractère, plus de marketing et une jolie couleur censée faire oublier qu'on vous prend pour une décoratrice d'intérieur qui se serait égarée au rayon transmission. Et puis il y a le grand classique, l'équipement pensé très fort mais pas toujours pour vous. Le cuissard qui vous cisaille l'estime de soi. La selle qui vous rappelle à chaque pavé la profondeur de votre anatomie supplément douleur. Le maillot ajusté de manière où tu dois faire un choix entre respirer et exister. On nous vend l'aventure, l'endurance, la performance, mais parfois on dirait que tout a été testé sur un homme sec de 1m82 qui appelle sortie tranquille. Un effort équivalent à la traversée des Alpes sous caféine. Le 8 mars dans le vélo, ce serait peut-être déjà pas mal de commencer par ça. Admettre que la liberté, c'est compliqué quand tout, du commentaire au matériel, vous rappelle que vous n'étiez pas exactement le modèle de départ. Le plus drôle ou le plus épuisant, c'est que le vélo raconte très bien la place qu'on laisse aux femmes dans l'espace public, tout en contradiction. Prenez votre place, ok, bien, mais pas trop au milieu. Soyez visible. D'accord, mais pas trop vaillante. Roulez, yes, mais faites attention à tout le temps, aux voitures, aux remarques, à la nuit, aux regards, aux commentaires, aux conseils, aux types qui veulent aider, aux types qui veulent expliquer, aux types un peu nerveux. Le vélo, comme le métro, en somme, c'est un condensé de société, de l'humanité. On retrouve de tout. Pourquoi j'ai parlé du métro ? Parce que réellement, dans le métro, il y a vraiment, comme sur les pistes cyclables, et tu le disais tout à l'heure dans ta chronique, vraiment un condensé de tout. Et pourtant, malgré tout ça, ou peut-être à cause de tout ça, il y a quelque chose de profondément politique, féministe dans le fait de pédaler. Une femme qui roule, ce n'est pas seulement une femme qui se déplace, c'est une femme libre, une femme qui occupe l'espace, une femme indépendante, qui choisit sa trajectoire, qui relance, qui n'attend pas. Et ça, mine de rien, ce n'est pas rien. Alors oui, le 8 mars, on peut faire des grands discours sur l'égalité, la visibilité, l'émancipation. Bon, revenons au monde du vélo. Ce petit laboratoire sur roues et constater qu'il reste encore du boulot. Sur les équipements, sur les représentations, sur les réflexes, sur le regard qu'on porte aux sportives, aux cyclistes du quotidien, à celles qui roulent seules, à celles qui roulent vite, à celles qui roulent tout court. Mais comme pour beaucoup de choses, nous n'avons pas attendu que tout soit parfaitement réglé pour agir, monter sur selle. Les femmes sont là. Elles roulent déjà, elles roulent encore. Elles roulent malgré les commentaires, malgré le matériel, malgré les petites leçons offertes par Gérard avec sa voix grave et ses mollets vélus. Elles roulent en ville,
en club, en voyage, au boulot, en course, en danseuse, sous la pluie, avec siège enfant, avec les courses, avec les enfants et les courses. Finalement, dans le monde du vélo comme ailleurs, la question n'est peut-être pas de savoir si les femmes ont leur place. La question, c'est plutôt de savoir combien de temps encore certains vont faire semblant d'être surpris de les voir la prendre. Merci Nadia. Du coup, oui, on parle souvent du vélo comme un choix écologique, mais c'est des fois un événement de vie en fait qui change tout dans le vélo. C'est un choix qui dépasse de loin l'écologie et même si ça en fait partie, c'est souvent pas le déclencheur. Et donc, toi, Chloé, comment tu vivais avant le vélo comment tu vivais, comment tu te déplaçais? Avant, dans mon autre vie. C'est-à-dire avant les attentats du 22 mars 2016. C'est ça un peu le sujet aussi en ce qui me concerne. J'allais y venir, mais... Ah, pardon, non, mais... j'ai mordu la mèche. Donc dans cette autre vie, moi je me déplaçais uniquement en transport en commun. Mm-hmm. J'ai jamais eu de voiture, j'ai jamais ressenti le besoin d'avoir une voiture. J'ai utilisé sporadiquement la voiture de ma mère quand j'habitais encore chez mes parents. La ville, dans ma tête, c'était... ligne de métro, quelques lignes de tram, quelques lignes de bus. Et la ville, elle était conçue comme ça pour moi. Je voyais en fait le réseau STIB quand je réfléchissais à où je devais aller. Et j'avais, bien que j'avais la carte de Bruxelles dans ma tête, il n'y avait pas une carte globale en fait. C'était des interconnexions. Il n'y avait pas de notion vraiment d'interconnexion des rues et des avenues, et puis la topographie, même chose. Certains coins, en fait, étaient même, on va dire, des tâches inconnues, puisque j'y passais que en métro. Donc, je connaissais très bien le carrelage de certaines stations de métro, mais pas du tout ce qui se présentait en surface. Donc voilà, j'avais vraiment un cerveau... différent de celui d'aujourd'hui, et ça a changé avec les attentats du 22 mars. J'ai connu fin 2015 une période de semi-burnout, et après ça en fait et c'était la même période que les attentats à Paris. Enfin, c'est bizarre à dire, mais il y avait comme une évidence que c'était un trajet dangereux, stratégiquement, que s'il devait se passer quelque chose, ça devait être là. Et donc et aussi en raison du fait que j'avais pas mal d'angoisse à l'époque, suite à cette période, j'ai commencé à prendre le tram. Donc je faisais un trajet un peu plus long. Et je voyais enfin un peu des bouts de ma ville comme ça. Le jour où je suis arrivée au bureau, le jour des attentats, j'ai eu les nouvelles de l'explosion à l'aéroport. Lorsque j'étais dans l'ascenseur, je montais vers mon bureau. Puis on retourne au bureau quelques jours après. Je ne saurais pas dire combien de jours après exactement. Mais c'est posé la question, comment est-ce que je vais aller au bureau ? Et voilà, l'évidence s'est présentée. Mon compagnon de l'époque, c'était un Anversois, et donc pour lui, c'était l'évidence. Mais il dit, va à vélo, enfin. J'ai un vélo, mais c'est dangereux, enfin, t'es fou. Je dois faire, Et j'ai imprimé à l'époque cette petite fiche que j'ai retrouvée dans mes papiers brouillons. Ah ouais. Donc j'ai pris la peine, donc dans Google, Google Maps, j'ai fait mon itinéraire. Moi, je trouve que c'est mignon. C'est l'impression de l'époque, ça ? C'est mon impression de l'époque, oui. Je l'ai pas réimprimé, je l'ai retrouvé dans mes brouillons. Et à un moment, je l'ai même collé sur ma porte de mon bureau parce que je me suis dit, c'est collector pour moi, c'est sentimental. Ouais. Donc vraiment, c'est un trajet de même pas 5 bornes. Voilà, mon cerveau ne me permettait pas de connecter ces quartiers. On est 10 ans plus tard et qu'aujourd'hui, c'est une évidence que je sais par quel trajet je dois passer. Mais donc en fait, tout ça, c'est juste pour illustrer que je viens de loin en fait, mais que ce trajet, il est pas impossible. Alors que la pratique du vélo pour moi à l'époque, c'était purement récréatif. C'était pour aller soit au parc pour aller courir, pour aller marcher jusqu'au parc, ou journée sans voiture, ou vraiment sur la promenade verte quoi. Mais à l'époque, même me déplacer à vélo, pour un déplacement pratique, ça me traversait pas l'esprit. Voilà, cet événement aussi tragique qu'il est, a amené dans ma vie en fait une réelle révolution. Parce que je vais pas dire que ces attentats, c'est vraiment, c'est un moment horrible et on est tous traumatisés. Et encore, même on n'est même pas directement concernés, mais pour moi ça a changé ma vie en fait. C'est très déroutant de se l'admettre.
Mais en ce qui me concerne, ça a vraiment, voilà, on parlait d'émancipation, on parlait de voyage à vélo. Enfin, ça vraiment, ça m'a ouvert un nouveau monde et ça m'a fait me trouver, en fait. Étonnamment, je sais pas, j'arrive pas à reconnaître la Chloé d'il y a 10 ans, en fait. Eh bien, merci beaucoup, Chloé. Merci à vous. Merci à tous les invités. Faites du vélo. Et prenez soin de vous. Bon week-end. Bon week-end.